Au Ghana, John Jerry Rawlings, l'ancien président décédé en novembre dernier, a été conduit à sa dernière demeure ce mercredi. Ce sera notre premier sujet avec l'invité. On parlera ensuite de l'Ouganda où Bobi Wine a été libéré grâce à une décision de la Haute Cour de justice. Et puis aux États-Unis, l'acte d'accusation de Donald Trump a été transmis au Sénat. Voilà ce que nous aborderons ce soir avec Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir Maître. Bonsoir Samuel Nyaoui. Le Ghana, pour commencer, 3 mois après la mort de l'ancien président John Jerry Rawlings, c'était le 12 novembre dernier, à Accra, ces rites funéraires avaient débuté dimanche 24 janvier dans la capitale ghanéenne. C'est par une messe inaugurale que les funérailles d'État de l'ancien président ont été ouvertes. La famille du défunt ainsi que le président Nana Akufo-Addo et l'ancien président John Dramani Mahama avaient assisté à cette messe. Ce mercredi, donc, la dépouille mortelle de John Jerry Rawlings a été inhumée à Accra après une cérémonie sur la place de l'Indépendance. Il repose au cimetière militaire d'Accra, comme les précédents chefs d'État ghanéens. Maître Sosa, c'est une page, finalement, de l'histoire du Ghana qui se tourne aujourd'hui. Pas nécessairement. Parce qu'il faut voir la ferveur qui a accompagné ces obsèques qui ont duré 3 jours. Il a eu droit à des funérailles d'État et on peut vérifier que le prestige dû à la personnalité du défunt et finalement la ferveur générale nationale est intacte. Donc d'ailleurs le slogan des funérailles, c'est notre légende est toujours vivante. Ça veut dire que la page n'est pas tournée du tout. John Jerry Rawlings a ensemencé quelque chose dans la conscience citoyenne des Ghanéens qui n'est pas prêt de partir. Et en tout cas, sa mort, au contraire, a ravivé les choses. Bon, disons que si les élections qui se sont déroulées en décembre n'ont pas été un regain pour son parti, c'est uniquement parce que le candidat qui était proposé ayant déjà servi, bon, il n'y a pas d'engouement particulier par rapport à ce candidat-là. On aurait pu choisir un autre candidat qui aurait justement tiré à lui tout le bénéfice, le crédit nécessaire et opportunément profiter du décès de Rawlings. Mais bon, malheureusement, on a remis un vieux couteau sur le retour et ça n'a pas fonctionné. Mais non, je crois que à jamais les Ghanéens retiendront que John Jerry Rawlings a été exceptionnel et l'Afrique aussi doit retenir que John Jerry Rawlings a été un personnage légendaire, une icône en fin de compte. Et on a beau décrier le fait qu'il soit arrivé au pouvoir par un coup d'État, paradoxalement, c'est lui le père de la démocratie ghanéenne. C'est lui qui a permis au multipartisme de retrouver ses attraits, son éclat et son dynamisme. Et c'est le président qui a fait la plus longue la plus longue présidence. Jamais dans l'histoire du Ghana, personne n'a fait 20 ans. Et donc, oui, je pense que la page est loin d'être tournée. Est-ce que, finalement, ces cérémonies funéraires démontrent une fois encore que Jerry Rawlings ne mourra jamais? Oui. Mais écoutez, des personnages iconiques comme ça. Regardez, le sankarisme est toujours vivant, malgré la mort tragique de Sankara. Je pense qu'il en sera de même pour John Jerry Rawlings, parce que, oui, il a des adeptes inconditionnels, encore. Et le plus intéressant dedans, c'est que certains sont au pouvoir, au Parlement. Dans l'opposition, ils sont là et ils sont très actifs. Donc, oui, quand il a dit « nous allons faire quelque chose qui va enraciner les principes démocratiques de telle sorte que
même si le diable lui-même venait au pouvoir, il lui serait très difficile de faire autrement. Ben, je pense que c'est en train de se passer. Regardez avec quelle vitesse John Mahama Dramani a appelé Nana Akufo-Addo pour le féliciter de son élection la dernière fois, alors qu'il y avait des contestations. Il y a eu, dans ces contestations, malheureusement, 5 morts qu'on a déplorés. Mais très vite, les choses se sont apaisées. Non, 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 pas du tout. On ne fera plus de politique comme ça. On conteste les élections. Il faut les faire sur des bases objectives, en apportant des preuves, des fraudes, et saisir par les voies idoines les autorités qui sont chargées du recours. Bon, si on n'a pas ça, on arrête de faire la politique bouillabaisse, comme ça se passe dans beaucoup d'endroits en Afrique francophone et malheureusement en Afrique anglophone aussi. En même temps, le scénario ou les scénarios qu'on a vus se jouer à la présidentielle, élection très contestée, violence, ce qu'on a vu également au Parlement pour l'élection du bureau, beaucoup se sont dit il faut que John Jerry Rawlings soit mort pour qu'on puisse voir à nouveau ces images d'un autre Ghana. Oui, mais parce que justement, là, ce sont les petites dérives qui sont dues au tempérament des hommes. Mais vous avez vu, les choses sont rentrées très vite dans l'ordre. Ça a été une agitation qui a été évidemment orchestrée par quelques fauteurs de troubles. Ça, il y en a toujours, hein, les troubles à l'ordre public, les troubles à l'ordre institutionnel. Il y en a qui sont des professionnels de cela. Donc, bon, vous en avez quelques-uns dans un parlement, même bien policé. Vous avez tout de suite des situations qui débordent et ça peut offrir des images aussi honteuses que celles qu'on a vues. Mais bon, heureusement, comme on a des institutions fortes, les choses sont revenues dans l'ordre très vite. Ça n'a pas, outre mesure, porté atteinte au bon fonctionnement de l'État et des institutions qui le composent. Alors, vous pensez qu'après John, il est mort depuis novembre, c'est donc... on parle de lui au passé, mais le Ghana saura être digne de l'héritage qu'il a légué? Écoutez, après avoir écouté l'hommage de Nana Akufo-Addo aujourd'hui, je dis oui, effectivement, la légende est là pour durer. Et parce que il faut se souvenir que ces deux hommes se sont opposés par le passé. Oui. Ils se sont toujours opposés. Mais dans son discours, il s'est souvenu d'une chose, la dernière fois qu'ils étaient ensemble. Et c'était à l'occasion des funérailles de la mère de Rawlings, où il était invité, pas en tant que chef d'État, il était invité en tant qu'ami. C'est lui-même qui l'a dit dans son discours. Oui. Et Rawlings lui disait, mais écoute, quelque part, toi aussi tu as perdu ta maman. Donc viens te mettre à mes côtés. Bon, quand on a ce degré de civisme entre des gens qui, par ailleurs, sur le champ politique, sont des adversaires, mais qui peuvent, dans des moments d'intimité comme ça, se retrouver et se serrer la main comme des frères, il y a de quoi espérer que la légende et l'héritage, le legs de John Jerry Rawlings lui survivent. Oui. Quelque part également, John Jerry Rawlings c'est aussi un Africain, parce que panafricaniste très convaincu. Est-ce que vous avez senti que les dirigeants africains aient montré de l'engouement pour saluer la mémoire de cet homme? Non, enfin, bon, quelque part, on peut déplorer le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de chefs d'État qui soient allés, mais ça, je le mets sur le compte d'une chose. Quand Rawlings était au pouvoir, beaucoup des dirigeants actuels n'y étaient pas, à quelques rares exceptions près, mais encore que, en comptant bien, il y a guère que Yoweri Museveni qui a pu connaître, et puis Paul Biya, qui ont pu connaître John Jerry Rawlings. En dehors de ça, aucun de ceux qui sont les actuels régnants en Afrique n'a rencontré John Jerry Rawlings à quelques réunions que ce soit de l'ONU ou de la CEDEAO. Donc peut-être l'équato-guinéen également, qui est là depuis un bon bout de temps. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais qu'il ne portait pas dans son cœur. Oui. Et il ne s'en cachait pas. Donc au moins, les choses étaient claires. Et pourtant, lui aussi est militaire. Il s'est transformé en civil, mais bon, enfin,
il a un pouvoir qui est ce qu'il est. Bon, donc effectivement, vous avez raison. Donc, bon, peut-être que le facteur Covid aussi Oui. n'a pas favorisé de déplacement, mais je crois savoir que certains chefs d'État ont envoyé des délégations au niveau des ministres des Affaires étrangères, sont allés représenter certains États amis. Bon, donc oui, mais le panafricain a été enterré, bon, on va dire, dans l'intimité nationale. Ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. On va passer au second sujet, c'est l'Ouganda. La justice ougandaise a ordonné aux forces armées de mettre fin à l'assignation à résidence de l'opposant Bobi Wine, dont elles encerclent le domicile depuis l'élection présidentielle du 14 janvier dernier. Le leader de l'opposition ougandaise a vu lundi 25 janvier son assignation à résidence donc être levée. Candidat malheureux à la dernière présidentielle, il était bloqué dans sa résidence de la périphérie de Kampala par les forces armées qui encerclaient sa résidence. Ces genres de pratiques, il faut être aujourd'hui peut-être en Afrique centrale, australe, pour vivre à nouveau ça. Au Gondwana, tout simplement, parce que le Gondwana, il n'a pas de localisation géographique précise, c'est-à-dire que c'est en fait tous les exemples de dysfonctionnement et d'anomalies démocratiques. Et malheureusement, bon, on doit constater que l'Ouganda en est devenu le porte-flambeau après le Zimbabwe de Robert Mugabe. Il n'y a plus guère qu'en Ouganda qu'on trouve ça dans l'espace anglophone, mais le phénomène est légion, on va dire pratique courante dans l'espace francophone. Bon, ne nous cachons pas la face. Hein. Bon, parce qu'on fait les élections, on coupe Internet pendant tout le scrutin parce que bon, on a peur de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Bon. L'Ouganda l'a fait, les pires dictateurs l'ont rêvé, l'Ouganda l'a fait. Bon, et puis voilà, on encercle la maison du challenger parce qu'il a des velléités de contestation du scrutin, et pour l'empêcher de trouver des preuves, pour l'empêcher de mobiliser ses troupes pour aller rechercher les éléments probants, on fait ça pour, en fait, l'ensabler de façon à ce que les délais de recours approchant, il soit disqualifié à faire même des recours. Vous voyez, c'est une pratique d'un autre temps, mais bon, malheureusement contemporain au Gondwana. Moi, ce qui m'a quand même surpris, ça a été la décision de la Haute Cour de justice. Dans ce genre de pays, on a souvent le sentiment que l'exécutif a sous sa coupole la justice, mais on semble avoir en Ouganda une justice qui s'est un peu affranchi pour rendre une décision de levée de l'assignation à résidence. Nous l'avons constaté depuis quelque temps pour le saluer ensemble. Cela s'est passé en 2017 au Kenya. Oui. Cela s'est passé en 2020 au Malawi. Oui. Cela se passe actuellement en Ouganda. 3 pays anglophones où la justice démontre son indépendance et dit son fait à un pouvoir qu'il a peut-être constitué, parce que les juges sont nommés par décision gouvernementale, décision de l'exécutif en tout cas. Bon, ce n'est pas parce que vous m'avez nommé juge que je vous dois des signes de gratitude, que je dois vous faire des passe-droits ou vous accorder des faveurs. Ces juges-là ont le courage de démontrer leur indépendance, et on ne peut que saluer cela et encourager ce phénomène partout en Afrique. Partout en Afrique. Parce que, vous savez, c'est pareil. Les juges sont comme nous tous. Ils subissent les injustices comme nous tous. Et ils ne sont pas là pour aggraver les injustices. Ils sont là pour les réparer, parce que, depuis fort longtemps, Lacordaire le disait, entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime, et c'est la loi qui libère. Donc la loi par le canal du juge. Donc chaque fois qu'un juge a le courage de dire non au pouvoir auquel on pense qu'il est soumis, eh bien on applaudit, on dit bon courage, parce que bon, on n'a pas entendu que tel juge a été menacé, et qu'il a eu un accident, parce que dans d'autres pays c'est ce qui leur arrive. Voilà.
ou bien ils sont mutés, bon, dans des endroits tellement éloignés que bon, ça leur recorrige le bon sens, on va dire. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? C'est une litote. Oui, le gouvernement ougandais, lui, il a quand même, après la décision de la haute cour, il avait justifié cette assignation à résidence par la nécessité d'assurer la protection de Bobi Wine. Mais bien sûr, bien sûr. Que le pouvoir ougandais ne s'inquiète pas. Hein. Bobi Wine a, disons, une frange de la population qui est complètement dédiée et dévouée à sa protection. Il n'a peur de rien. Il n'a peur que de l'absurdité et de l'injustice. Mais il n'a peur de rien, par ailleurs, Bobi Wine. Et il l'a dit lui-même, d'ailleurs. C'est quand même, j'allais dire, un jeune homme de 38 ans qui fait trembler un président de 76 ans, mais, dont 34 au pouvoir. Ah oui, mais attendez. C'est pas... Vous voyez, ça, on l'oublie souvent. Mais enlever 34 ans de l'âge actuel de Yoweri Museveni et remettez Museveni en selle il y a 34 ans. Et vous verrez que la même jeunesse a poussé dehors un pouvoir Kakoshim qui était en train d'opprimer. Donc, quelque part, c'est l'histoire qui se répète. En quelque sorte, on dirait par paradoxe que Museveni est devenu l'exemple de Bobi Wine, qui est l'émule de Museveni lui-même. Donc, oui, l'histoire se répète, c'est logique. Regardez, le nombre de chefs d'État vieillis au pouvoir, qui sont arrivés très jeunes, avec un dynamisme, une fougue que tout le monde a salué, en pensant que, ben voilà, enfin, ils vont apporter la lumière. Et finalement, avec eux, on a connu le crépuscule très long, le crépuscule de beaucoup de choses. Ils ont enfoncé le pays. Ben, écoutez, quand Paul Biya arrivait au pouvoir, c'était après Amadou Ahidjo. Il était très jeune. On a salué ça aussi, sa jeunesse. Voyez-vous? Voilà. Il faut espérer que Bobi Wine puisse maintenir la flamme allumée jusqu'aux prochaines élections. Absolument. Il faut espérer ça et il ne faut pas qu'il lâche. Voyez, c'est quand même dur pour lui. On a même vu des images de sa femme également qui a subi des maltraitances. Écoutez, Mandela, avant de devenir l'homme que l'Afrique entière a transformé en icône et quasiment déifié, a fait 27 ans dans les geôles de l'apartheid. Voyez-vous? Donc ça veut dire que, quelque part, il faut des hommes déterminés, capables de subir et de sacrifier beaucoup de choses pour le salut. Mais c'est quand ils viennent au pouvoir que, quelque part, un autre virus les attrape. Et c'est à ce niveau-là qu'on les attend. Parce que quand on est opposant, on est paré de toutes les vertus. On a l'impression que parce qu'ils sont opposants, ils ont raison de s'opposer. Et donc, oui, parfois, oui, c'est de bonne foi qu'on les supporte. Mais quand ils arrivent au pouvoir, ce qu'ils proposent comme mode de gouvernance, c'est comme faire regretter tout de suite ceux qu'ils ont déposés. Regardez en Tunisie, on a fêté il y a 2 semaines les 10 ans de la Révolution. Et quand vous entendez des gens, même à Sidi Bouzid, dire que finalement, ils regrettent Ben Ali, ça fait peur. Combien de morts il y a eu? Cette semaine, c'est Place Tahrir, en Égypte. Il y a eu Morsi, Al-Sisi. Et on dit, nous sommes retombés en dictature pire que sous Moubarak. Quand vous entendez des choses comme ça, ça veut dire, attention, on dit les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. C'est ça ce qui se passe. Le pire, c'est la Guinée, par exemple. Ah ben oui, vous l'avez dit vous-même, vous voyez. Bon, alors, j'ai souvent cité cet exemple. La Centrafrique, qui a eu toute forme d'alternance, mais qui ne s'en sort jamais. Donc, finalement, il nous faut inventer d'autres modèles de gouvernance. Et c'est pour ça que quand on a parlé du Ghana tout à l'heure, quand je vois cette espèce d'unité quasi sacrale, où plusieurs anciens chefs d'État entourent l'actuel régnant pour
ensemble, commémorant, rendre hommage à leur prédécesseur le plus ancien, je dis, mais ça, c'est une image qui doit absolument raviver la flamme de ceux parmi nous qui aspirent à la démocratie complète. Parce que c'est ça, la démocratie complète. C'est-à-dire que quand vous avez vu ça, on n'a rien à envier à ce qui s'est passé le 20 janvier au Capitole, aux États-Unis. Bon, avec Trump en moins, ce qui est une très bonne chose à certains égards. Mais voyez-vous, c'est ça. Trump était une anomalie et il a continué à se signaler comme une anomalie. Voilà, c'est la seule fois dans la vie de cette nation, plus de 200 ans, où le président sortant n'a pas assisté à l'inauguration, à l'intronisation de son successeur. Bon, selon l'histoire, il y en aurait eu, je pense, 2 ou 3 déjà. Non, c'était dans des périodes exceptionnelles. C'était dans des périodes exceptionnelles. C'était en 1812, la première fois. Et après, je me souviens plus très bien de l'exemple, mais c'était pour une raison personnelle. Il était empêché pour des questions de santé. Voilà. Vous avez fait une belle ouverture sur les États-Unis. C'est donc notre 3e sujet, l'acte d'accusation contre Donald Trump pour incitation à l'insurrection lors des violences du Capitole le 6 janvier dernier a été formellement transmis au Sénat lundi soir par les députés de la Chambre des représentants. Le procès de l'ex-président va donc pouvoir commencer le 9 février prochain. Les démocrates ont transmis donc cet acte d'accusation marquant l'ouverture de ce procès historique en destitution. Donald Trump entre dans l'histoire comme étant le premier président à subir 2 procédures d'impeachment. Oui. Mais anomalie, comme je l'ai dit. Parce que, bon, oui, il se signale par cette tendance à... cette tendance négative, d'ailleurs, à tout casser, les principes, les symboles, et même dans l'action de gouverner. Bon, voilà. Oui, il aura été le tout premier, oui, effectivement. Mais c'est cette 2e procédure a juste l'air d'être, j'ai envie de dire, juste symbolique, ça n'aboutira pas. C'est ça qui est dommage. Parce que, vous voyez, on aurait espéré que pour une fois, la politique partisane cède la place à la politique vertueuse. C'est-à-dire que ce qui est antidémocratique doit être perçu comme ça par tout le monde. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est malheureusement irréparable dans ce qui est en train de se passer, c'est que ces sénateurs qui refusent d'instruire le procès de Donald Trump par pur engagement partisan, ont été témoins de l'outrage fait à la nation et à l'histoire de la démocratie américaine. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut massacrer des gens, il faut tuer. C'est-à-dire que nous sommes dans un système où même si Trump avait envoyé ses troupes armées et qu'ils ont fusillé des gens, y compris les parlementaires, ils ne lui feront rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel type d'outrage il faut faire aux institutions pour mériter d'être poursuivi? Alors, ce qui est dommage, c'est que ça soit laissé aux seuls démocrates, le rôle de procureur, et les républicains, ils n'assurent pas la défense. Non, ils font obstruction. C'est surtout ça, ils font obstruction. Ils ne le défendent pas. Parce qu'aucun d'entre eux n'a d'argument pour venir justifier ce qui s'est passé. Parce que défendre, c'est trouver des circonstances atténuantes ou carrément trouver des éléments qui innocentent. Qu'est-ce qu'ils peuvent avancer qui innocente Trump dans ce qui s'est passé? Il y a quand même eu 5 morts. Oui, ici, il est l'auteur intellectuel. Oui, c'est justement ce qui sera très difficile à prouver. Mais attendez, c'est publiquement qu'il a appelé à marcher sur le Capitole. Et c'est publiquement qu'il les a remerciés en leur disant « Je vous aime, rentrez chez vous. Maintenant que vous avez commis le forfait, vous pouvez rentrer chez vous. » Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'en matière de flagrance, on n'a jamais vu mieux. Là, c'est-à-dire que les faits sont tellement patents qu'on n'a même pas besoin d'enquêter dessus.
Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le délit flagrant. Il y a le sénateur Marco Rubio qui estime que, il dit, je trouve ce procès stupide, le pays est déjà en flammes et cela revient à verser de l'huile sur ce feu. Ah ben bien sûr. Venant de la part de Marco Rubio, je peux comprendre tout à fait, parce que bon, c'est un trompiste, un crypto-trompiste, oui, quoi. Hein, bon, voilà. Non, non, c'est ce que je dis. Ce sont ceux-là qui, même si Trump tuait le vice-président ou le président entrant, ils trouveraient que bon, il n'y a pas de raison de le poursuivre. Voilà. Il peut violer 100 femmes. Bon, il reste un type génial qu'il faut supporter coûte que coûte. Parce que, écoutez, c'est ça. C'est la lâcheté de ce système que je trouve absolument honteux. C'est-à-dire qu'ils ont peur pour eux-mêmes et leur réélection. C'est pas par amour de la patrie et par amour des institutions et par souci de leur défense et de leur protection. C'est uniquement parce qu'ils ont peur pour eux-mêmes, pour leur élection, s'ils attaquaient Trump. C'est tout. Oui. Donc, vous voyez, quand on arrive à ça, finalement, en quoi la démocratie gagne? Pour les démocrates, cette procédure est aussi une manière de bloquer tout éventuel retour de Donald Trump dans 4 ans, puisqu'il l'envisage. En quittant l'autre fois, il a dit, d'une manière ou d'une autre, je reviendrai. Oui, bien sûr. Donc, il faut tout faire pour que, même si l'envie l'en prend, qu'il ne puisse pas... Oui, il n'est pas interdit à quiconque d'avoir des rêves. Mais son rêve est notre cauchemar à nous, et il faut tout faire pour empêcher ce cauchemar. Il pourrait, parce que 74 millions d'Américains, malgré l'homme qu'on a décrit, il y a quand même 74 millions d'Américains derrière lui. Mais écoutez, je dis toujours, attention, la démocratie n'est pas de la mathématique. Voyez-vous, même Hitler a été élu. Mussolini, jusqu'après sa mort, 70 ans après sa mort, a encore des partisans, aujourd'hui en Italie. 70 ans après sa mort. Même des gens qui n'ont pas connu Mussolini sont mussoliniens. Des gens qui n'ont pas connu Hitler sont hitlériens. Des fascistes néo existent. Donc, oui, écoutez, il en va de l'élan démocratique comme il est des religions. Les gens croient en quelque chose de sacral. Là-dessus, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de rationalité. C'est ça qui est aussi dangereux dans nos démocraties. Il faut que les gens raisonnent plutôt qu'ils soient poussés par des élans uniquement émotionnels. Maître Sosa, merci. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et on revient après pour continuer.